C'est toujours un plaisir de parler dans cette salle parce que je sens les fantômes de la cinémathèque qui s'agitent et surtout, comme je vais un peu évoquer certains de mes fantômes à moi qui sont cinématographiques, c'est un plaisir de parler dans cette salle et devant vous et devant tellement de personnes également avec qui on a eu à certains moments des trajectoires communes. Donc c'est un plaisir. Vous m'entendez ? Ça va, tout le monde ? Ok, parfait. Ce que je vais essayer de faire ce soir, Rambert très gentiment dit, il a fait des milliers de conférences, celle-ci, dans sa première partie, c'est vraiment la première fois que je le fais. C'est-à-dire que j'essaye de retrouver un peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un architecte qui fait qu'on est intéressé par certains problèmes, non pas parce que c'est des projections de soi-même, mais c'est que peut-être on les voit comme signifiantes de ce qu'est la définition de l'architecture, ce que c'est l'architecture en général. Donc c'est une chose un peu complexe, un peu inconsciente d'une part, et une chose très très réelle, puisque c'est l'architecture de tous les jours, de tout le monde. Il y a un certain nombre d'années, on disait « Ah, ces architectes, ils lisent Foucault, ils lisent Derrida, ils lisent Barthes, c'est pas sérieux tout ça, il ne faut pas confondre les choses, la littérature c'est la littérature, l'architecture c'est l'architecture, la musique c'est la musique. » Oui, peut-être, c'est un débat qu'on peut toujours avoir. Donc, c'était un peu une époque, c'était aussi l'époque où tout le monde se posait des questions, c'était une génération qui était assez critique que la mienne. Aujourd'hui, beaucoup de monde construit, c'est très difficile de combiner l'esprit critique du fait de construire. D'autre part, partir de la théorie pour arriver à une pratique, comme on pouvait le faire à une certaine époque, comme on avait pu le faire sur, mettons, un projet comme la Villette. Assez vite, on s'aperçoit qu'il y a des limites à cette manière de procéder et que la façon inverse de faire les choses est tout aussi pertinente, c'est-à-dire partir d'une pratique, essayer de la théoriser, d'essayer de comprendre quelles sont les implications au niveau de ce que c'est que cette définition ou ces définitions de l'architecture. Donc ce que je vais essayer de faire, pendant les 10 premières minutes de cet exposé, essayer d'évoquer 5 de ces thèmes, 5 de ces définitions possibles, et ensuite vous montrer une série de projets. Certains de ces projets, vous les connaissez bien, d'autres beaucoup moins ou pas du tout, et essayer de montrer comment certaines préoccupations que je pense sont des préoccupations très très générales qui appartiennent à toute notre culture d'architectes fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, peuvent être également certaines préoccupations qui sont plus personnelles, mais c'est un peu un accident de l'histoire. Donc, commençons simplement par la première, j'appelle ça espace, mouvement, événement. Espace et mouvement, tout le monde connaît ces deux termes accolés autour de l'architecture, puisqu'il y a depuis les années 20, il y a eu je ne sais pas combien de volumes qui, justement, parlaient de espace et mouvement. Mais d'accoler le mot événement est, bien sûr, étant une manière de questionner la notion de forme, parce que dans cette conférence aujourd'hui, je veux essayer de montrer comment annihiler la forme, qui était vraiment une préoccupation de beaucoup d'architectes à partir, je dirais, de la fin des années 60, comment la forme revient, mais cette fois-ci, non plus en étant arrachée complètement, mais beaucoup plus en tant que concept. Bon, vous connaissez tous cela. Le premier questionnement vient même avant, c'est que ce bâtiment, ce n'est pas le même que ce bâtiment-là. Ils ont l'air identiques, mais ils sont vraiment très différents. Ce qui se passe dans une architecture est tout aussi importante que l'architecture elle-même. Et dès le moment où on se pose, on part de cette constatation, on s'aperçoit que, comme vous le voyez, un très beau plan, le plan superbe du pavillon de Barcelone, en tant que plan, ne vous dit absolument rien de ce qui s'y passe, de l'expérience de l'espace, du mouvement des corps dans l'espace.
Et à partir de cela, on regarde qui sait marquer sur un plan le mouvement des corps, et on regarde les chorégraphes, que ce soit des anciens des cérémonies du XVIe ou XVIe siècle en France, ou les fameux ballets de Schlemmer, ou d'autres diagrammes de mouvement des corps dans l'espace. Un de mes premiers dessins qui était de prendre les pas du tango et d'essayer de les construire comme un espace tridimensionnel, comme une sorte de chose qui avait une réalité architecturale. Et un jour, je découvre, tout à fait par hasard, ce diagramme, je le trouve absolument passionnant, qui est Eisenstein, pour Alexandre Nevsky, fait ce plan en superposant différents modes d'information. Ce n'est pas simplement un plan, une coupe, une axonométrie comme le font les architectes, mais fait intervenir la dimension du temps, donc la séquence, la musique de Prokofiev, les mouvements de la caméra, etc. Je suis absolument passionné par le dessin. Quelques mois plus tard, un peu comme je dirais un premier dessin d'architecture, essaye de traduire ça, de transposer ça dans l'architecture elle-même et d'avoir le plan, la coupe, mais le mouvement et l'événement lui-même. On s'aperçoit des choses que vous connaissez bien, la rampe de Le Corbusier qui traverse le Carpenter Center, les rampes d'une exposition universelle où on se pose la question qui est l'œuf, qui est la poule? Est-ce que c'est la foule qui est génératrice de la rampe ou la rampe qui est génératrice du mouvement de la foule? Même chose, bien sûr, des mouvements beaucoup plus spontanés, comme une révolution à Leningrad ou à Saint-Pétersbourg, à une certaine époque, où évidemment, dans le cinéma étant essentiellement affaire de mouvement dans l'espace. Le cinéma, donc, tout de suite, devient une fascination parce que commence à apprendre à un architecte ce que serait l'art du montage, ce que serait l'art de l'échelle, en jouant sur des registres qui sont très différents de ceux que l'on apprend dans l'histoire de l'architecture. Pas besoin de vous les citer, vous les connaissez, que ce soit des répétitions ou des superpositions ou des ruptures d'échelle, du cinéma expressionniste allemand à Ziga-Vertov. Chaque fois, donc, nous avons des images de la réalité, mais dans le montage qui la transforme entièrement. On se trouve, dès ce moment-là, à un endroit très différent de ce qu'était le mouvement moderne, qui parlait d'un espace table rase, d'une salle blanche, d'une boîte blanche, et on découvre en même temps, à peu près dans cette même génération, des artistes qui se posent la même question. Cette image que vous avez sur l'écran, c'est l'artiste Trisha Brown. Trisha Brown, au lieu de utilise le matériau de la danse, au lieu d'utiliser le matériau de la danse dans un espace pur, blanc, rectangulaire, l'espace moderne, utilise les toits de New York, se servant des obstacles que ce toit peut avoir comme un protagoniste, comme un partenaire de cette danse. Et pour moi, ça devient la métaphore absolue de l'architecte aujourd'hui, qui, lui, pour pouvoir faire un projet, est en constant dialogue avec ce qui existe déjà, choisit même ses partenaires, ses difficultés. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé aberrant de faire une distinction entre l'architecture d'une part et la préservation ou le patrimoine d'autre part. Tout ça, ce sont les mêmes partenaires. Donc, et regardez à nouveau les images connues de Terragni, de la Casa di Faccio, de perception, de lecture entièrement différentes. Donc ça, c'est le premier, le premier, je ne vais pas l'appeler un théorème, mais plutôt le contexte dans lequel le travail que vous allez voir tout à l'heure se déroule. Deuxième chose, qui n'en est pas complètement éloignée, c'est programme et montage. Regardez cette image. Cette image, prise dans un hebdomadaire, dans le supplément d'un hebdomadaire du dimanche aux États-Unis, vous montre une
salle, une église, qui a été transformée en salle de gym. Et à quoi elle sert? Elle sert de bureau de vote. Cette espèce de mélange, cette juxtaposition, cette superposition de différents programmes est assez intéressante par rapport aux théories du fonctionnalisme, est assez intéressante par rapport au rôle de l'architecte aujourd'hui. Les théories du fonctionnalisme vous disent qu'il faut avoir une adéquation parfaite entre, mettons ici dans le cas présent, la cuisine idéale et les mouvements de la cuisinière ou du cuisinier qui sont chaque fois calculés par rapport à la dimension de l'espace et les machines qui la peuplent. Ça, c'est ce que j'appellerais la réciprocité, c'est-à-dire qu'entre un espace et un événement ou une action ou un programme, on pourra parler si l'on veut de la différence de termes, de sens entre ces différents mots, entre une architecture et ce qui s'y passe, il peut y avoir réciprocité, c'est le cas de la cuisine idéale, il peut y avoir indifférence lorsque vous cuisinez dans les bois ou dans le cas d'un grand hangar dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, ou bien ici, jouer au hockey dans sa salle de séjour. Réciprocité, indifférence, conflit, c'est vraiment la base du rapport entre l'architecture et ce qui s'y passe. Ce n'est pas de jugement de valeur, tous sont valables. Si je prends un urinoir et que je le mets dans un musée, immédiatement, sa signification change. Si je fais, alors là, merci à la Cinémathèque, je prends les essais du cinéaste Lev Kuleshov, donc des années 20, des avant-gardes de l'architecture révolutionnaire. Voilà l'expérience qui avait été tentée par Kuleshov. Il prend un acteur, le filme, visage impassible, il juxtapose son visage avec d'abord le cercueil d'une petite fille morte, ensuite un bol de soupe brûlant et appétissant, et troisièmement une jeune femme particulièrement désirable. Il demande au public de la salle de lui dire « Que lisez-vous dans les yeux et dans l'expression de l'acteur ?» Et le public répond « Dans la première, je vois de la tristesse. Dans la deuxième, je vois qu'il a très faim. Et dans la troisième, je vois du désir. » Par contre, l'image, le visage de l'artiste, de l'acteur, était rigoureusement identique. Il y a plusieurs versions de cette expérience de Kuleshov, ça c'est une autre version. Il y en a, vous pouvez les trouver si vous les cherchez sur Internet, où on le voit avaler sa salive et tout, mais c'est exactement la même. En architecture, c'est pareil. C'est-à-dire que suivant le contexte et le montage dans lequel on fait les choses, la signification de l'espace devient différente. Pas besoin de donner des exemples, justement, dans le patrimoine, le temple de Dandour et au musée du Métropolitain à New York. C'est pour ça que c'est de nouveau très intéressant pour nous, architectes, de volontairement jouer à la confrontation avec des choses qui se passent ailleurs. Troisième définition, enveloppe et vecteur. Quand on est jeune architecte, on vous apprend à faire des façades. C'est terrifiant, ça. D'abord, il faut avoir une culture architecturale, il faut apprendre certaines choses, puis un jour, puis en plus, peut-être on n'aime pas beaucoup l'idée de composition. Un jour, on découvre, en voyant un temple ou une église de la Renaissance, que l'enveloppe est tout à fait différente de la façade. Regardez à gauche, l'enveloppe, elle a une rugosité, un caractère, et tout à coup, dessus, on y applique quelque chose qui est soit indépendant, soit le produit d'une culture, soit le produit d'une histoire, soit le produit d'une chose très très artificielle, alors que les briques, elles ont vraiment leur réalité. Et ce jour-là, on se dit, mais peut-être l'architecture, avant d'être une façade, c'est une enveloppe.
Le mot de l'enveloppe, qui est devenu très à la mode aujourd'hui, est très intéressant parce qu'il permet d'annuler la différence entre la verticale et l'horizontale. Donc la façade et la toiture, plus besoin de parler de corniche, plus besoin de parler d'acrotère, il se passe quelque chose d'autre. Évidemment, on revient à des types soit, comment dirais-je, industriels ou alors des architectures primitives, ou même des architectures très sophistiquées comme le Crystal Palace, etc. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'un nouveau discours se développe pour toute une génération. Et je crois que ici, cette nouvelle manière de voir les choses, non plus en tant que verticale horizontale, est aussi partie de ce discours sous-jacent. Regardez, Buckminster Fuller, dans les années 50, 60 et encore 70, était considéré par les architectes comme n'étant pas un architecte. Même chose avec Konrad Wachsmann. On disait non, mais ça, c'est pas de l'architecture. L'architecture, c'est une autre culture. En réalité, aujourd'hui, c'est très important. Et même, tout à coup, quand on commence à parler d'enveloppe, on voit que ce n'est pas tellement de composition qu'il s'agit, c'est aussi d'inconscient. Et dans la porosité ou dans la transparence ou le translucide, il se passe des choses qui forment un peu un domaine de l'inconscient, un domaine plus... bon, bien sûr, la maison du docteur d'Alsace, nous la connaissons tous, mais aussi des exemples dans le cinéma, les frères Cohen, Alfred Hitchcock. Le rôle de la fenêtre devient tout à coup quelque chose qui n'est plus simplement pour faire de la lumière et que... Bon, c'est autre chose, c'est un filtre. Une enveloppe, c'est une chose qui peut se dédoubler. La double enveloppe, ce n'est pas seulement de l'architecture de haute qualité environnementale, mais c'est aussi un phénomène qui n'est pas uniquement, comment dirais-je, actuel, puisque la séparation des enveloppes aujourd'hui, elle est presque universelle. Vous avez certaines parties qui sont là pour vous protéger de la pluie, d'autres qui sont vous protéger du bruit, d'autres qui sont là pour vous protéger du cambrioleur. Elles sont séparées, elles ont des manières d'être construites indépendantes. Mais on s'aperçoit que c'est aussi, que ce soit les poupées russes, les enveloppements de cristaux ou une architecture militaire, aussi une manière de penser l'architecture. Suffit pour l'enveloppe, il faut la traverser, cette enveloppe. Il faut s'y promener, il faut absolument... l'architecture n'existe pas sans le mouvement des corps dans l'espace. Tant d'exemples, bien sûr, Palladio, ou Le Corbusier, ou Wright, mais on n'en parle pas tellement. Pourtant, il y a quelques bâtiments fétiches, comme le musée évidemment du Guggenheim, certains projets du Bauhaus. L'image en bas à droite était plutôt un projet que nous avions essayé de faire avec mon équipe sur une manière un peu duchampienne de jouer sur le hasard et la rampe du Guggenheim, et un certain nombre d'autres projets fétiches que vous reconnaissez facilement. Donc, mouvement et vecteur deviennent tout à coup un des points de départ incontournables de tout projet d'architecture. Quatrièmement, concept, contexte et contenu. Ça fait un peu... mon père me disait, un jour je lui demande qu'est-ce que c'est l'architecture. Il me répond, Bernard, c'est un métier de con, mais c'est le plus beau métier du monde. Bon, regardez. Vous connaissez tous ce bâtiment, vous connaissez tous ce bâtiment, et pourtant, lequel est à Bilbao, lequel est à Los Angeles? Vous connaissez tous ce bâtiment, et pourtant, à Boston, il y en a un autre. Ce n'est pas la première fois. Regardez, la villa, la rotonde de Palladio, et ici, à Chiswick, dans la banlieue londonienne. Le rapport entre le double et son contexte est aussi une chose qui est une situation incontournable de l'architecte aujourd'hui. Tout a déjà été fait, presque. Seules les circonstances changent. Dubaï, Mumbai et Shanghai.
ces trois villes et cultures tellement différentes. Et quelle est la question que se pose l'architecte aujourd'hui? Cinquièmement, forme-concept. J'avais dit que toute l'idée était d'éliminer la notion de forme et de dire que la forme, c'était un résidu, c'était un résultat d'une pensée. Et pourtant, bien sûr, on a tous un catalogue fasciné de certaines périodes de l'architecture. On a tous notre vocabulaire secret, un peu celui qui peuple mes rêves. Et puis un autre qui est tout à fait passionnant parce que ces formes, elles sont vraiment caractérisées par soit un contexte géographique, soit un contexte politique, et ou complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas le site qui vous donne la réponse, ce n'est pas le programme qui vous donne la réponse, mais il y a une décision qui est prise. Et cette décision est géométrique, mais à la fois abstraite. Elle est là comme point de départ d'une confrontation entre cette abstraction et la réalité d'un programme ou d'un site architectural. Parfois, cette confrontation, elle est violente. Vous connaissez le plan voisin ou les villes d'Hilbersheimer. Mais quelque part derrière cela, ce n'était pas simplement l'industrialisation du mouvement moderne ou de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. C'est une décision absolument consciente de la part de l'architecte. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de thèmes sous-jacents qui font partie non pas simplement de sa mythologie personnelle, mais de préoccupations qui sont pratiquement inévitables par rapport à tout projet d'architecture. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer une série de projets en vous demandant de garder à l'idée un peu ces différents points, ces thèmes plutôt, je dirais peut-être que des définitions, et de regarder qu'est-ce qui se passe. On finira par le musée de l'Acropole à Athènes, pour lequel j'ai encore, bien qu'il a été inauguré il y a exactement un peu plus d'une année, est encore très important pour moi, et justement peut-être parce qu'il retrace 2500 ans d'histoire de l'architecture et également de cette question du, je ne vais plus l'appeler patrimoine, mais simplement de ce qui existe, de ce qui est là. Et peut-être ça c'est une dimension politique, mais laissons-la de côté. Rope and Rules était une série de réclames pour l'architecture où j'essayais il y a très très longtemps d'évoquer certains de ces thèmes et de dire que peut-être il n'y a pas d'architecture sans contrainte. On a vu tout à l'heure la question de Tricia Brown, et ces contraintes, on a tout intérêt à les valoriser, à en faire justement ce qui est son point de départ. La Villette, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un projet de table rase. Voilà, on avait un grand site, on avait 55 hectares et on pouvait vraiment tout raser, commencer à partir d'archétypes de l'architecture, la grille, les concentriques, la trame à point et tout, la trame ponctuelle, et de l'adapter au site lui-même. Et rétroactivement, on s'aperçoit que cette trame, elle est aussi là pour pouvoir gérer des échelles entièrement différentes, qui sont les échelles de la grande halle, les échelles du musée, donc de la Cité des Sciences, les anciens lavatoires, qui est 4 fois la dimension du centre Pompidou, un périphérique, des avenues, d'autres obstacles comme des canaux. Donc, tout à coup, cette trame ponctuelle qui avait l'air tout à fait abstraite, on s'aperçoit rétroactivement que c'est un outil de gestion à partir des contraintes du site. La superposition des points, des lignes, des surfaces, c'est une manière de faire intervenir. Les lignes, c'est le mouvement. Les surfaces, c'est évidemment le lieu où se passe l'événement. Vous connaissez le projet, je n'ai pas besoin de le passer, mais
ces images sont bien plus importantes dans la confrontation entre ces bâtiments rouges qui sont trop souvent publiés sans leur contexte, c'est-à-dire sans la ville du 19e et du 20e siècle, et de voir que c'est justement ce dialogue qui s'établit et qui définit la nature de l'architecture. À certains moments, cette confrontation, cette collision, par exemple, entre une folie et un des bâtiments, est une volonté de... Tout à l'heure, on a parlé de réciprocité, d'indifférence et de conflit. Ici, c'est clairement de jouer sur le conflit. Mais en architecture, on est toujours un peu dans le conflit. Chaque fois que vous faites quelque chose pour remplacer quelque chose d'autre ou à côté de quelque chose d'autre, il y a une prise de position qui doit se déterminer. Le cas du Fresnoy qu'a évoqué si gentiment Rambert tout à l'heure, ce bâtiment avait reçu son permis de démolir. On le regarde, c'est pas vraiment une architecture. On voit des toitures qui sont pas inintéressantes, mais qui sont... Et à l'intérieur, tout à coup, des espaces extraordinaires qui ont 15 mètres de haut, alors que le budget n'aurait pas laissé qu'il se soit fait quelque chose d'au-dessus de 4 ou 5 mètres. Donc on se dit, tiens, pourquoi ne pas mettre un grand toit, un grand parapluie? Et là, c'est assez amusant parce qu'on se trouve en plein dans l'époque postmoderniste où il fallait, dans certaines cultures, imiter le passé pour justement faire du patrimoine, faire de la réhabilitation ou de la conservation. Et là, non, on dit, c'est pas du tout ça. Il s'agit simplement d'établir un dialogue. Le grand toit, il va flotter au-dessus des bâtiments existants, du quartier existant. Et tout à coup, un nouveau type d'espace se fait. Il ne s'agit pas d'imiter, il s'agit simplement d'établir une conversation entre deux époques, entre deux moments de l'histoire de l'architecture. Et comme par hasard, à l'endroit où la superposition a lieu entre le grand toit et les vieux toits existants, un espace résiduel, un entre-deux, qui n'est pas le fruit d'une composition, qui n'est pas le fruit d'un dessin, mais simplement le résultat d'une stratégie. Tout ce qu'il a fallu faire, c'était décider, voilà, il y a une indépendance entre la toiture et les bâtiments sur lesquels elle se trouve. Contenu, contenant. Une galerie de temporaire, c'était fait pour être construit que pour quelques mois, des mois d'été, pour un festival de musique et de télévision, et de vidéo plutôt. On se dit, tiens, la vidéo, la télé, c'est plutôt chez soi, c'est plutôt intime. Mais peut-être dans un lieu public, il faut la montrer, il faut en faire un endroit public. Et c'est là que vient l'idée de jouer sur la maison de verre, pas du tout la maison de verre de Mies van der Rohe ou de Philip Johnson, où lorsqu'on enlève le verre, il reste l'horizontalité de la toiture, l'horizontalité du plancher, la verticalité des colonnes, des poteaux, qui vous définit l'espace de la maison. Ici, lorsque vous enlevez le verre, puisque la structure, les poteaux verticaux, j'entends les lames verticales qui soutiennent l'édifice sont en verre, les horizontales également, si vous enlevez le verre, il ne reste plus rien. Donc, le projet lui-même est un projet relativement simple, mais qui se souvient un peu de ces choses comme La Dame de Shanghai d'Orson Welles, où la perception change au moment où on enlève ou on casse le verre et le scénario repart dès cette rupture, dès cet accident. Et lorsque le soir, il y a projection des différents films du pavillon de la vidéo, eh bien, chacun des écrans se reflète sur les différentes parties en verre. Et vous, comme cette galerie est légèrement en pente et légèrement déversée, prenez un différent rapport à votre corps alors que vous marchez devant toutes ces images qui sont écartelées et brisées. Aujourd'hui, curieusement, ce bâtiment qui devait être démoli à la fin de l'été a été gardé par la ville de Groningue et fait partie du musée de Groningue et est approprié par les artistes invités et qui chaque fois en font quelque chose d'autre. Et l'espace devient, et le bâtiment devient autre chose à chaque moment. Et là, on se retrouve complètement dans l'expérience, le phénomène que j'appelais Kuleshov, c'est-à-dire dans ce rapport entre espace et contexte.
Ça m'amusait quand ils m'ont dit qu'ils l'appelaient maintenant le Tchoumi Pavilion. Ils ne m'ont pas demandé, c'est mon avis. Mais... Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on a quelque chose où il n'y a pas de contexte du tout? Rouen, au bord d'une autoroute, à l'entrée d'une ville, un endroit qui est vraiment... comme on en voit beaucoup, hein, dans des villes comme... pas seulement Paris ou Bordeaux ou Lyon, hein, mais Francfort, Londres ou même les villes américaines. Et alors là, c'est facile. Il s'agit, on a un programme, donc un zénith, 6000, 7000 places. Il faut une enveloppe, une très grande enveloppe. Cette enveloppe, il n'y a pas besoin d'avoir une façade ou un toit. C'est la partie la plus chère de l'édifice, on a tout intérêt à le faire relativement rationnel. L'enveloppe devient tout de suite une double enveloppe, une première qui soutient le public et la salle en béton, et une deuxième qui vous abrite des intempéries en acier, et entre deux, le mouvement des foules. Donc, on ne peut pas être plus minimaliste que ça dans une définition de l'architecture. D'ailleurs, j'aime toujours cette photo pendant le chantier, puisqu'elle exprime exactement comme au rayon X un peu ce qui se passe, puis l'enveloppe. Donc on s'aperçoit des choses fascinantes. Je crois que c'est dans ce projet où j'ai appris tout ce que c'était l'étanchéité, des choses comme ça. Et on essaye, évidemment, en tant qu'architecte, en tant que, je dirais, de bon architecte, de toujours d'exprimer le concept, c'est-à-dire de simplifier le plus possible, de clarifier, de jamais faire des effets spéciaux surajoutés, simplement pour dire qu'est-ce que le projet veut être. Donc l'espace intérieur, simplement deux matériaux, hein, métal et béton, coulé en place ou préfabriqué selon les capacités d'une entreprise, qui prend vie lorsque les gens y pénètrent. Il prend vie tellement que même les sièges ont été faits transparents pour que lorsque la foule entre, elle devient pratiquement un des matériaux du bâtiment. Donc il y a ce béton, il y a cet acier, mais il y a aussi les gens. Et les gens, ce sont le troisième ou le dernier matériau et tout aussi important que les premiers. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous donne le même projet? Bon, c'est un concours qu'on a aussi gagné, mais on l'a fait avec exactement le même concept, en se disant le site est entièrement différent. Ce n'est pas au bord d'une autoroute, c'est dans une forêt extraordinaire, une forêt domaniale, juste en dehors de Limoges, avec des arbres de 200 ans. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et ici, on reprend le plan, un peu en l'adaptant à la topographie qui est différente et tout, puisque 6000 personnes, il faut les faire monter, les faire descendre, donc trouver comment le terrain vous aidera à faire cela. Mais l'enveloppe elle-même, ici, doit participer de cette extraordinaire lumière de cette forêt domaniale, et on se dit, on va la faire en polycarbonate, on va utiliser le bois de l'industrie locale. C'est pas tellement pour des préoccupations environnementales, c'est plutôt parce que justement ça fait partie d'une décision à la fois au niveau de à quoi ça ressemble, mais qu'est-ce que c'est comme objet. Et donc c'est le même projet que celui de Rouen, mais cette fois-ci avec une enveloppe translucide qui joue un peu comme une lanterne magique de l'extérieur de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en jouant cette fois-ci sur exactement le même phénomène que je vous ai montré tout à l'heure avec ces images de Hitchcock ou des Coen Brothers, c'est-à-dire en changeant les matériaux, en changeant un peu les choses très très fines, on arrive à un bâtiment entièrement différent. Donc ce double de Rouen et de Limoges était un peu cette exploration. Comme je disais tout à l'heure, on ne partait pas d'une théorie ici. C'était plutôt partir d'une pratique pour essayer de comprendre certaines choses qui font que l'architecture est ce qu'est l'architecture.
Évidemment, ici, on joue sur un autre registre avec des sièges pixelisés en bois et tout. Et une image là du bâtiment là, lors des activités nocturnes et là, le parallèle entre deux objets de nature très semblables et très différentes. Toujours sur l'enveloppe et la question du programme. Vacheron Constantin est une marque de montre tricentenaire, c'est peut-être une des plus anciennes du monde. Et on nous demande de faire quelque chose qui est à la fois une manufacture, donc des gens en col bleu, et le lieu de publicité, de vente, de design et tout, donc des gens comme ça, puis des businessmen. On se dit on ne va pas les séparer, comme dans la plupart des usines, on va les mettre tous sous la même enveloppe, simplement plier l'enveloppe ou courber l'enveloppe de telle manière qu'on puisse tous les rassembler. Ça, c'est une première idée programmatique ou politique, comme vous voulez. La deuxième, c'est une enveloppe, il n'y a plus de façade. Ce qui est horizontal et vertical est simplement la même chose. La seule différence, c'est que l'extérieur de l'enveloppe est métallique, l'intérieur est en bois. C'est un peu comme si on prenait les concepts de Rouen et les concepts de bois de Limoges et qu'on les collait ensemble sans avoir un entre-deux. Donc le bâtiment lui-même devient une manière d'exprimer ce concept, mais vous allez me dire, s'il y a mouvement, s'il y a enveloppe, il doit y avoir mouvement. Donc là, ici, vous voyez l'enveloppe, en jouant un peu sur la translucidité du matériau, du métal perforé, de l'inox perforé. Bon. Et nous partons du principe que tous les mouvements, eux, utiliseront un troisième matériau qui sera le verre. Trois matériaux uniquement, le métal, le bois, le verre, de manière à exprimer le concept. Le projet ici. Donc, toujours pas d'architecture sans contrainte. New York, qui, comme ville, a un règlement d'urbanisme qui est infiniment, curieusement, vous ne le pensez pas, mais infiniment plus contraignant que l'urbanisme parisien. Vous avez des règles de densité et d'épanelage qui ne sont pas du tout des règles de gabarit, mais beaucoup plus des règles de retrait et d'enveloppe juridique, pas du tout une enveloppe architecturale, où le projet lui-même consiste d'abord à étudier quelles sont toute la combinatoire possible pour pouvoir trouver une expression architecturale qui donne son identité au projet lui-même. Et le projet de la tour de Blue était justement cette volonté de se servir de la contrainte pour arriver à un bâtiment qui avait son expression unique à l'intérieur de Manhattan. Ça, c'est lorsque vous arrivez du pont de Williamsburg depuis l'aéroport, par exemple. Le bâtiment est rigoureusement suivant, bien sûr, en interprétant la réglementation. Entièrement en verre, jouant sur l'enveloppe pour éviter de mettre l'accent sur les appartements, les balcons et l'individualité, si l'on veut, de chaque appartement, et de lui donner une présence urbaine. Le projet est fait avec un budget, je ne vous en parle pas, incroyablement serré, à peu près, je dirais, le 5e d'un bâtiment terminé par Jean Nouvel il y a quelques mois et le 10e d'un bâtiment par Herzog et de Beuron. Ce n'est pas une critique, je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont cette expérience quotidienne de devoir composer ou de travailler justement avec le budget. Ce n'est pas un problème, c'est plutôt une des données, une des contraintes. Donc c'était un mur rideau de tout ce qu'il y avait plus simple. Toujours tirer avantage des contraintes. Un autre exemple qui est à Cincinnati, on nous donne, c'est assez amusant, un immense plan de l'université de Cincinnati en nous montrant tous les terrains de sport, vous les reconnaissez là, en vous disant, écoutez, vous pouvez les enlever, vous pouvez mettre vos bâtiments où vous voulez, à condition que vous remettiez tout en place. Alors, on n'avait pas beaucoup de place, il était assez clair qu'il voulait que le bâtiment soit un bâtiment isolé.
je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée, il faut que le bâtiment qui était un centre d'athlétisme participe de la vie de l'école, de la vie intellectuelle de l'école. On va exactement l'enfiler entre le stade et le grand hangar qui sert aux réunions de basketball. On va se mettre ici, c'est une dent creuse, c'est moche comme tout, on voit cette dent creuse depuis le stade. Et on nous dit, mais écoutez, c'est absolument impossible, ce site est inconstruisible puisqu'il y a d'une part des camions qui doivent justement desservir les deux équipements existants et il y a une grande centrale électrique qui empêche de se fonder dessus. On dit, bon, voilà, on va voir, qu'à cela tienne. Et ce qu'on fait, c'est insérant le bâtiment un peu comme avec un chausse-pied, lui donnant cette forme de boomerang, utilise la façade. Je vous avais bien dit que je n'aimais pas dessiner des façades comme composition, l'utilise comme structure. Donc ça devient une immense poutre de 4 étages qui permet les porte-à-faux, qui permet simplement de tenir le bâtiment lui-même. Utilisation des contraintes du site dans la forme, et dans l'architecture, dans l'expression de la façade, le voici donc qui marque, qui joue l'arrière-plan du stade. Encore quelques images ici avec les porte-à-faux, une expression architecturale et une sorte de confrontation avec l'existant, un pincement d'espace à l'intérieur. C'est un espace public, c'est-à-dire qu'on nous demandait un musée des sports. C'est un bâtiment qui a un tas de bureaux, comment j'appellerais ça, des différents entraîneurs, des coaches. Un musée des sports, et j'ai dit on va le mettre dans la circulation, on va simplement utiliser les coursives pour y mettre toutes les photos, leurs photos fétiches, et évidemment dans le rez-de-chaussée de jouer et de transformer un espace utilitaire en un espace vraiment muséal. Qu'est-ce qui se passe à la grande échelle ? Nous, architectes, 2, 3 que je reconnais dans la salle, depuis 5-6 ans ou depuis une dizaine d'années, nous sommes appelés à participer à des concours, justement à Dubaï, à Mumbai et à Shanghai. Dans des cultures où nous ne connaissons absolument rien. Maintenant, peut-être un peu plus, mais à l'époque, pas du tout. On a 3 semaines pour faire le concours, ou 6, et on doit développer un projet qui pourra commencer à vivre à l'intérieur de ce monde dans lequel on ne connaît rien. Souvent, les gens qui vous donnent le programme ne savent pas non plus ce qu'ils veulent. Pour des raisons politiques, des raisons de volonté, de pouvoir, veulent une identité. Ce qu'on appelait une fois l'architecture iconique. Ça nous est arrivé lors qu'à Saint-Domingue, une grande organisation financière a décidé de créer ce qu'on appelle une free trade zone, une zone franche, mais pas du tout pour y fabriquer des choses ou de les transformer, mais justement pour pouvoir vendre des services. Et on nous donne un site merveilleux, il n'y a rien. C'est-à-dire des arbres qui ont 4 mètres de haut uniformément, qui n'a jamais été touché à travers des milliers ou des centaines de milliers d'années. Alors évidemment, en tant qu'architecte, on s'est dit, waouh, Brasilia, hein, à nous deux. Bon, mais c'est pas rien une forêt comme ça. Il se passe, c'est ça une réalité. Donc là aussi, on a dit non, la table rase, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Et le site à 6 km sur 4 km, qu'est-ce qu'on fait de cela? Et le point de départ a été de créer une série de clairières. Et la forme, elle est elliptique, elle pourrait être carrée, elle pourrait être circulaire, elle pourrait être encore autre chose. Mais on a dit, voilà, ça c'est notre point de départ, c'est comme le carré du phalanstère, ou comme, bon. Et on creuse ces clairières tout en conservant l'environnement existant.
Ensuite, on met un réseau de routes, une superposition, bien sûr, de services, d'infrastructures. On le conçoit comme un jeu. Un peu comme un jeu d'échecs où vous avez un damier ou un échiquier sur lequel vous avez des pièces que vous pouvez bouger. Il y a des règles du jeu. Donc le projet était d'avoir creusé cette série de clairières et ensuite on disait au client, voilà, vous avez la pièce orange, ça c'est l'école, la pièce jaune, ça c'est les bureaux, la pièce bleue, ça c'est les appartements, etc. Vous commencez à jouer à cela et nous on va vous aider. Donc une stratégie qui pouvait se développer dans le temps, comme on avait pu faire la grille de Manhattan, qui était aussi un échiquier. Le projet lui-même, dans sa première version, commence à une de ces ellipses. Ça, c'est l'ellipse, c'est une partie seulement du projet, donc parmi une trentaine de ces ellipses, un peu comme une trentaine des folies. Chacune de ces ellipses peut accueillir, un peu comme une mise en abîme, plus encore de services. Donc ça, c'est la partie, le centre d'affaires, dont on est en train d'aujourd'hui de faire les plans d'exécution du bâtiment le plus au sud que vous voyez, qui est justement ce bâtiment circulaire avec cette tour, un peu cette tour de contrôle qui sera un peu le bâtiment symbole du projet dans un premier temps. Ici, donc, c'était de partir d'un a priori, il n'y avait pas de point de départ. Donc la forme doit être un concept, c'est pas vraiment un type comme dans l'histoire de l'architecture quand on parlait de typologie, c'est pas vraiment un diagramme. Vous savez, on parlait tellement d'un diagramme, la chose c'est qu'un diagramme c'est pas vraiment architectural. Hein. On peut avoir un diagramme musical, on peut avoir un diagramme électrique. Le type de la typologie, ça c'est architectural. La forme concept, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire c'est à la fois de l'espace et de la matière, mais également avec de l'abstraction. L'idée était que nous conservons la forêt, nous conservons l'existant, qui devient, si l'on veut, non plus une manière de dire que nous faisons du global, et nous transformons le local en global, pour utiliser une formulation, mais beaucoup plus de faire une poche de global à l'intérieur de la conservation du local. Pas du tout des quartiers historiques que l'on conserverait comme des poches, mais de dire tout est un quartier historique dans lequel nous mettons des poches de modernité. Alésia, Alice Saint-Reine, à 1 heure de train de Paris, j'y étais ce matin, est un projet un peu curieux parce que c'est la collision de deux moments de l'histoire de l'architecture qui est une architecture très primitive, celle des Gaulois, et très sophistiquée, celle des Romains, mais ce n'est pas vraiment l'architecture des Romains, c'est celle des militaires romains. Un site avec l'oppidum, vous connaissez tous l'histoire de France. Nous disons, voilà, nous allons faire non pas un bâtiment, mais 2 bâtiments. Un bâtiment dans la plaine, là où il y avait les contrevallations et les circonvallations de Jules César, et un bâtiment sur la hauteur, enfoncé dans l'oppidum, on va y venir. Le bâtiment, les 2 bâtiments sont de forme, alors on revient à la forme concept, sont de forme circulaire. Est-ce que c'est à cause de la circularité de la bataille, des enveloppes successives concentriques des fortifications de César? Est-ce que c'est parce qu'il faut regarder à 360 degrés le panorama extraordinaire de ces collines dans lesquelles il y avait les camps de César? Ou est-ce que c'est encore une discussion sur l'enveloppe? Donc le projet se développe en double enveloppe, c'est-à-dire une partie qui est celle qui contient les activités et cette espèce de résil de bois
qui est là, qui a bien sûr quelques raisons fonctionnelles, c'est une espèce de filtre de la lumière et tout, et c'est une manière de jouer, peut-être avec une signification, pas tellement ésotérique que ça, mais assez proche justement du thème militaire du projet. On continue, on plante dessus, et voilà, à propos ici, j'en profite pour citer un certain nombre de gens avec lesquels je travaille régulièrement, ici Michel Desvignes, le paysagiste, mais à l'intérieur, au sein de mon agence, des gens, évidemment, Véronique Descharrières, qui suit tous les chantiers, qui joue un rôle très très important ici à l'agence de Paris. Quelques personnes que je vois dans la salle, Jean-Jacques Hubert, Antoine Santière, qui ont travaillé sur le projet, et une autre personne que je vais mentionner tout à l'heure, mais je vous réserve la surprise. On va voir le projet dans quelques minutes. Donc, une forme concept, c'est-à-dire une abstraction. Ce n'est pas du formalisme, ça n'a rien à voir avec ce fantasme franco-français du formalisme. C'est beaucoup plus une abstraction qui est le point de départ d'une manière de penser. Donc, ici, le matériau change, on est engoncé dans l'oppidum, on se sert des pierres des excavations de l'oppidum pour justement faire cette double enveloppe qui est cette fois-ci collée contre l'intérieur de l'œil d'accueil du centre d'interprétation, qui a sa propre expression avec une salle de conférence au-dessus, l'intérieur de la salle, du hall d'entrée du musée lui-même, donc deux bâtiments, deux variantes si l'on veut, deux déclinaisons à l'intérieur de cette même forme concept. Le bâtiment maintenant en chantier, le proto de la résie. Passe au projet suivant. Toujours forme concept. Des bâtiments qui sont construits assez curieusement. C'est une des salles de classe donc, du Roset. Le Roset est une école très huppée, un collège qui se trouve entre Genève et Lausanne sur les bords du lac Léman. Et on se dit, voilà, à l'intérieur de ça, nous devons mettre une grande salle philharmonique pour 800 à 1000 personnes, une école d'art plastique, des salles de musique, un petit hôtel, toute une série de programmes disparates. Il est hors de question de vouloir jouer avec la fragmentation telle qu'elle est déjà, comme vous le voyez à l'arrière-plan à gauche, l'arrière-plan de cette fragmentation. Et on se dit non, il faut signifier quelque chose qui va tout à fait au-delà de l'école elle-même, de cette école qui a, je ne sais pas, 2000 étudiants, et qui doit, dans cette salle philharmonique, elle doit desservir les villes de Genève et de Lausanne à mi-distance, et de trouver une expression qui joue justement sur ce contexte, mais à contrario, tout en étant respectueux d'un certain nombre de contraintes. Donc le projet lui-même n'est pas plus haut que les bâtiments existants, joue évidemment sur tout le vocabulaire, et ça, comme je dis à nouveau, je ne veux pas parler de haute qualité environnementale, on en a trop parlé, ça fait parler des nécessités de l'architecture à toutes les époques, que ce soit il y a 2000 ans, il y a 10 ans ou aujourd'hui, mais le rôle est important justement dans ces discours sur l'enveloppe. C'est plus une façade, c'est une manière de découper cette enveloppe pour y mettre les éléments du programme. Donc le projet, quelques images, mais on ne va pas entrer dans le détail fonctionnel ici, des différentes... des programmes très très différents les uns des autres, des circulations qui s'y passent. La découpe elle-même est une forme de travail, un peu de montage à l'intérieur du projet lui-même, mais laissons cela. Bon, La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, vous connaissez cette ville au moins de réputation. C'est une ville assez curieuse, puisque c'est une des rares villes, partie de zéro, une sorte de Brasilia français, puisque Napoléon avait voulu construire cette ville idéale sur la forme d'un pentagone.
Et dans cette ville, sur une des faces du Pentagone, il y a une voie de chemin de fer. Et la ville du XXe siècle, donc la ville de Napoléon se fait autour de 1800, dans le Pentagone, la ville du XXe siècle se fait de l'autre côté de cette voie de chemin de fer. Évidemment, les voies font une rupture terrible. La passerelle qui traverse ces voies, est très importante, est très symbolique. Ça, c'est la passerelle qui existait. Elle n'est pas inintéressante. Regardez cette passerelle. C'est une passerelle faite de l'époque d'Eiffel. Là, je note tout de suite que c'est un projet fait en collaboration absolue. C'est une co-auteur avec Hugh Dutton, architecte, ingénieur, et où on se pose la question, qu'est-ce que c'est dans cette ville, cet endroit qui va devenir justement le symbole de ce rapport entre le début du 19e et plutôt le 19e siècle et aujourd'hui. Il est bien intéressant de s'apercevoir que Gustave Eiffel, ou les ateliers de Gustave Eiffel avaient fait la première passerelle, mais qu'un natif de cette ville s'appelait Laurie Collet. Vous connaissez Laurie Collet, un ingénieur extraordinaire qui a fini sa vie à Los Angeles, à Philadelphie, travaillant avec Louis Kahn. Eh bien, il était né à La Roche-sur-Yon. Évidemment, cela a fasciné quelqu'un comme Hugh Dutton qui s'est dit « Ah, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui de réfléchir sur certaines expressions des forces structurelles et d'en transformer l'existence physique et matérielle en un objet tout à fait utilitaire, mais qui a justement cette autre dimension, simplement traverser des voies. Au début, on voulait passer au-dessus de la gare de La Roche-sur-Yon, mais il y a eu des gens, ça a beaucoup agité le Landerneau, le maire a peur de perdre des voies, donc on a mis la passerelle à côté de la gare au lieu de par-dessus la gare, mais ça fait rien. Toute l'idée était justement d'exprimer dans l'aspect physique, d'en faire la traduction exacte des forces et non pas des formes qui jouaient justement la structure statique. Et dans ce sens-là, évidemment, la circularité, le tube lui-même, il est là non seulement pour des raisons statiques, mais aussi en forme concept, c'est un point de départ. C'est-à-dire qu'à partir de cela, on joue avec les forces physiques, on joue avec le contexte lui-même de la ville de La Roche-sur-Yon pour développer une image qui est inimitable ou irremplaçable. Donc, une abstraction est le point de départ. Et je vous montre encore deux projets qui sont très semblables l'un de l'autre. Également forme concept, également contexte, également concept. Un peu toutes les choses dont nous avons parlé, même mouvement et événement. Le premier, il est à Pékin, dans un endroit que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est un haut lieu culturel aujourd'hui qui s'appelle Factory 798, Factory 798. Et à une époque où une grande partie de Pékin est complètement anéantie par les démolitions, où tous les hutongs, tous ces vieux quartiers extraordinaires avec une vie sociale foisonnante, sont remplacés par ces buildings de 25 étages avec des autoroutes de 8 voies passant devant elles. Le quartier justement de Factory 798 était exactement comme cela. C'était des usines abandonnées qui avaient été construites sans doute par l'Allemagne de l'Est il y a une cinquantaine d'années et qui avaient été transformées, squattées par des artistes et des galeries. Et l'idée, c'était justement de les remplacer par ces bâtiments-là. Et lors d'une visite, on se dit, mais non, on va vous prouver qu'il est possible de faire votre programme comme ça,
tout en gardant les bâtiments existants. Donc, on dit, on garde cela, c'est notre archéologie, c'est notre point de départ, et là, on va voir comment on peut, bien sûr, vous vous souvenez d'Iona Friedman et de villes qui ont passionné une partie du XXe siècle, mais ici on se dit, tiens, comment fait-on ces juxtapositions? Et on regarde le plan du site, on voit un certain nombre d'interstices, d'endroits où on peut poser nos pieds, ou plutôt nos poteaux, nos colonnes, et ceux-ci sont évidemment pas pensés, ce n'est pas une grille régulière, c'est une grille irrégulière, et à partir de ça, on va aussi vers une forme concept. Dans le cas particulier, la lattice d'une culture chinoise importante, devient cette espèce de moyen d'insérer le mouvement du quartier, mais cette fois-ci surélevé à 25 mètres de hauteur. Et le projet trouve toute sa flexibilité assez facilement, puisqu'on peut très bien modeler cette forme concept, cette grille déformée, et de développer une idée. Alors, ça vous semble être un projet utopique, ça l'a été un peu, si ce n'est que ça a eu une très grande utilité. Le projet a été très publié à l'époque, et le gouvernement a décidé de ne pas démolir 798, de le garder, et justement maintenant c'est sauvé. Je ris toujours cela, je me dis c'est peut-être notre projet a un peu contribué à cela, et on a perdu le projet. Un peu l'anecdote, la fameuse anecdote que vous m'avez entendu certains d'entre vous souvent raconter, c'est Cedric Price à qui on demande un couple demande de lui construire une maison, et pendant 2 mois il entend le couple devant lui se chamailler. Et à la fin des 2 mois, il dit au couple, écoutez, ce n'est pas d'une maison dont vous avez besoin, c'est un divorce. Dans le cas particulier, j'espère qu'on a pu contribuer justement à autre chose, c'est-à-dire de garder ce quartier. Bon. Le dernier projet qui, curieusement, amène toutes ces choses ensemble, c'est le musée de l'Acropole, où il y a non pas la situation d'un concept qu'il s'agit de contextualiser. On pourrait dire que la Villette, c'est un concept qui a été contextualisé. Ou le cas du musée, du Frénois. Ici, c'est beaucoup plus un contexte qu'il s'agit de conceptualiser. C'est un contexte qui est extraordinairement puissant, puisque ce n'est pas du tout comme le musée de Bilbao, où vous n'avez rien, vous n'avez pas de collection, vous n'avez pas de précédent, et vous pouvez justement exprimer toute la subjectivité de l'architecte. Ce n'est pas un palais royal qu'il s'agit de centraliser grâce à la pyramide. Ce n'est pas du tout une sorte de palais du peuple comme le Metropolitan. C'est quelque chose qui se trouve sur une archéologie incroyable. C'est un morceau de ville donc, qui date entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 6e. Tout à coup, ça fait partie de sa première contrainte. Sa deuxième, ou sa première, ça serait, je dirais, plutôt dans l'ordre hiérarchique, c'est évidemment le Parthénon. Comment vous, en tant qu'architecte, si vous vous posez la question, comment allez-vous bâtir juste à 300 mètres à vol d'oiseau du Parthénon? Donc cette question, elle est très réelle, et c'est vraiment la question, c'est pas seulement la question d'un architecte, mais c'est la question de nous tous. Comment on se réfère justement à ce monde qui nous entoure. Pour simplifier les choses, on vous dit le site, 70% du site, il est déjà occupé par ces fouilles archéologiques particulièrement précieuses. Débrouillez-vous. Et troisièmement, on ne vous le dit pas vraiment, mais on vous le fait sentir tous les jours. L'idée de ce musée, c'est bien sûr de mettre de rassembler toutes ces pièces extraordinaires du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est aussi de convaincre le British Museum et les Anglais de rendre la frise de Lord Elgin à la Grèce.
Donc un projet qui est à la fois archéologique, esthétique et social et politique. On série les problèmes. Il y a d'une part la couche qui s'adresse à l'archéologie, au-dessus, tout en haut, celle qui dialogue avec le Parthénon, et entre deux, évidemment, le gros de la collection, cette collection de sculptures archaïques remarquables. Donc un projet, on dirait, avec une base, un milieu et un sommet. Chacune de ces trois parties sont assez différentes dans leurs conditions. Celle de l'archéologie, elle est entièrement déterminée par le tracé des rues, des anciennes rues, qui se sont reflétées un peu dans les rues actuelles. Tandis que la partie supérieure, celle où il y aurait, le jour où il y aura déjà, même dans sa forme actuelle, je vais vous le montrer dans quelques minutes, la fameuse frise rectangulaire du Parthénon, celle-là, elle entre en dialogue avec le Parthénon lui-même. C'est pour ça que vous le voyez, le rectangle en bas, donc dans le musée, est exactement parallèle au Parthénon lui-même. Pour être dans les mêmes conditions d'éclairement, est-ouest, que dans le musée, que dans le temple original. Cette sorte de rotation, de déhanchement, c'est pas du tout comme, bon, on viendra, c'est pas du tout une volonté subjective ou déconstructiviste de l'architecte, c'est beaucoup plus de jouer avec les contraintes du site elle-même. Ensuite, il s'agit de placer toutes ces colonnes. On est un peu comme dans la situation de Pékin. Donc on place les colonnes, le bâtiment est comme en lévitation au-dessus du site, il est conçu absolument tel quel, il ne s'agit pas de s'ancrer dans le sol, il s'agit également d'un mouvement, parce que qu'est-ce que c'est qu'un musée? Un musée, c'est extraordinaire, c'est à la fois quelque chose, une séquence dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, mais on le fait également à travers l'architecture. Donc il s'agit simplement de traduire un trajet. Dans le cas particulier, c'était rendu encore plus compliqué parce qu'on avait pensé à l'époque qu'il y avait 6000 personnes par jour qui allaient fréquenter le musée. Aujourd'hui, il y en a 12 000 et ça circule. Mais c'est plus que ça, ça permet de comprendre un peu ça. Le plan est très simple. On ne va pas entrer de nouveau sur un écran comme ça, c'est toujours difficile. Donc laissons le plan de côté. Et le dialogue commence avec les fondations. On est en Grèce, dans un pays où il y a des tremblements de terre. Qu'est-ce qu'on fait? On pose les pieux, mais ensuite on recouvre le terrain archéologique de bâches sur lesquelles on met du gravier pour que les engins, les camions et les pelleteuses, tout ça, les bétonneuses, puissent rouler sur les excavations. Donc là, c'est ce que vous voyez, où il y a les pieux. La juxtaposition entre l'ancien et le nouveau est extraordinaire. Il s'agit de quelques centimètres, 10 cm, 15 cm. Les deux coexistent. Le rôle de la structure de béton devient très très importante parce que je voulais absolument que ce musée ne soit pas un musée en placo, en carton-pâte comme tellement de musées que l'on voit aujourd'hui. Donc il fallait que ça soit le rapport entre la sublime beauté des marbres, donc des sculptures, avec la matière réelle, la matière de la structure du bâtiment lui-même. Donc on a passé beaucoup de temps à travailler sur la peau, sur cette, commençant par des prototypes dans le sous-sol et montant pour avoir exactement, on le verra tout à l'heure, la qualité qui permettait de mettre en valeur les sculptures elles-mêmes. Ici, à nouveau, la juxtaposition entre l'ancien et le moderne. Les fouilles archéologiques deviennent un monde même, un monde un peu curieux. Seuls quelques visiteurs pour le moment ont accès à cela. C'est le point de départ du projet qui utilise justement l'espace existant comme son point de départ.
l'entrée, on découvre l'archéologie, on entre, j'étais toujours très fier de cette colonne tripartite, quelqu'un voulait l'appeler les colonnes Tchoumi, moi je disais non, c'est des colonnes tripartites après les colonnes doriques, corinthiennes ou ioniques et tout, simplement montrant qu'il était possible d'établir cette conversation sans sacrilège. Les planchers sont en verre, révèlent donc une partie des planchers de tout l'espace d'entrée du lobby du rez-de-chaussée. Vous voyez comment la lumière pénètre à travers. Ce thème du pointillisme qui est là pour des raisons antidérapantes à cet endroit-là, pour filtrer la lumière à d'autres endroits, devient un des matériaux du projet lui-même. Vous voyez, et donc vous entrez dans le hall où il y a toujours cette double ou cette triple réalité. Et lorsque vous vous trouvez dans les galeries, c'est là que vous comprenez pourquoi le béton devait être traité de telle manière qu'il devait absorber la lumière, alors que le marbre, le superbe marbre des sculptures donc de 500 ou 450 avant Jésus-Christ, lui reflète cette lumière. Donc voilà ce jeu. Il y a des choses extraordinaires ou des choses anecdotiques, amusantes. J'ai jamais compris pourquoi les pilleurs de tombes et tout avaient tout pris, sauf cette partie qu'ils avaient laissée à Athènes. Bon. Et vous retrouvez ici des détails incroyables qui... voilà. Donc, la lumière qui vient, donc qui traverse tout le bâtiment, qui va jusqu'à pénétrer jusqu'aux fouilles archéologiques. Les points, cette fois-ci, ce thème a des raisons acoustiques. C'est un espace très dur. Cette fois-ci, c'est comme une éponge acoustique. Et la salle, la grande salle des sculptures, où j'avais voulu éviter tous les cloisonnements, d'éviter cette situation du musée où il y a toujours un sens, il faut regarder la sculpture de face. Ici, il fallait qu'on marche, qu'il y ait une espèce de dynamique et qu'on voit la sculpture à 360 degrés. Donc chacune des sculptures est sur son pédestal qui est fait du même marbre que le marbre sur lequel les gens marchent et qui commence à vivre, à établir que ce soit de jour par de nuit, une sorte de dialogue entre les différentes sculptures l'une par rapport à l'autre et avec l'architecture. Et lorsque les visiteurs arrivent, donc là ici on voit, ça c'est l'atrium avec les cariatides, c'est simplement une partie de circulation avec une rampe en verre qui permet de voir vers les excavations en dessous. Et ensuite ce dialogue se fait avec la population elle-même, avec les visiteurs. Et je pense que cela est très important, c'est-à-dire qu'un peu comme on avait vu dans le projet de Rouen, cette sorte de manière de considérer qu'il n'y a pas d'architecture sans concevoir ce qui s'y passe. Et on arrive, alors bien sûr, sur la frise, dont un peu moins de la moitié se trouve à Athènes, et dont ceux qui ont visité le musée savent cette extraordinaire différence entre la partie, attendez, je ne sais pas si j'ai une image, non, je crois pas, entre la partie de ce qui a été les plâtres, donc ce qui est actuellement au musée au British Museum, et les originaux qui ont cette force, cette solidité d'une pierre qui a brûlé, qui a été polluée, qui est ocre et qui est très belle, en comparaison des marbres, des répliques qui sont toutes blanches. Donc, et là, le rapport avec le mur, la neutralité du mur en béton, une coupe qui vous montre le système de circulation d'air. Il fait très chaud à Athènes, il faut donc recycler l'air en le filtrant tout en le rafraîchissant. Et ici, de nouveau, sans entrer dans le détail, je vais vous parler un petit peu du mur rideau, c'est pas un mur rideau, plutôt du mur en verre qui a été travaillé par la même personne que celle dont je vous ai montré l'image, donc avec qui nous avons fait la passerelle de La Roche-sur-Yon, donc qui est Hugh Dutton, qui est ici, avec qui on avait aussi travaillé sur
le centre d'étudiants de Lerner pour l'Université de Columbia à New York. Donc, on a essayé d'avoir la transparence la plus absolue vers la ville et vers le Parthénon. Donc, de pouvoir montrer à la fois les sculptures, la frise, la ville et le Parthénon lui-même. Avec évidemment toute une série de considérations techniques dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant, mais pour pouvoir dire que l'architecture, c'est la matérialisation d'un concept. L'architecture, c'est toute une série de contraintes qu'il s'agit de conceptualiser pour enfin, non pas de faire quelque chose qui est le produit d'une idéologie, pas faire quelque chose qui... il y avait une époque, la France était déchirée entre les néocorbus et les pommeaux, ou les postmodernes. C'est pas ça, c'était quelque chose d'autre. C'est plutôt de partir du réel et d'essayer de développer une pensée. Quelques images de la grande galerie, donc au sommet du bâtiment, vers le Parthénon, le bâtiment à la tombée du jour. Vous voyez l'espace intermédiaire, donc les galeries archaïques, qui ont ces espèces d'ouïes, qui regardent toutes vers le Parthénon, des œillères plutôt, mais qui protègent de la lumière et de la chaleur de l'Est et de l'Ouest. Et les trois couches, celle qui se trouve au-dessus des fouilles archéologiques, la couche intermédiaire, et tout en haut, la grande salle. De nouveau, ce n'est pas un geste des constructivistes, c'est beaucoup plus, comme je vous l'ai montré sur le plan, simplement qu'elle est parallèle au musée, au temple lui-même. Vous retrouvez ici cette triple réalité du projet. L'entrée du musée, le musée donc nocturne avec les fouilles archéologiques et peu à peu cette espèce de dialogue qui s'établit avec toute une culture qui est un peu la nôtre depuis 2500 ans. Voilà, j'espère que j'ai réussi à peut-être vous montrer quelques thèmes en vous remerciant de votre attention.